Salut les gens! Aujourd'hui on va parler d'une planète où habitent de géants êtres tout bleus, d'une rébellion... Et non, arrêtez tout de suite, on va pas parler d'Avatar. Bon, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps dans les années 70. Je sais pas, j'aime bien cette période. La Planète Sauvage est un film réalisé par le français René Laloux. Et devinez quoi? C'est un dessin animé! Yeah! Bon, rangez vos enfants quand même parce que va y avoir de la loche et de la violence. Bah oui, moi je choisis pas mes dessins animés au hasard. René Laloux est né en 1929. Très rapidement, à l'âge de 13 ans, il quitte l'école pour apprendre la sculpture sur bois chez l'un de ses oncles. Il suit en même temps des cours du soir de dessin, c'était un gamin très intéressé par les arts, il fréquentait la cinémathèque, allait souvent au théâtre, visitait les expositions du Louvre, peignait, sculptait, bref, un salopard qui me rendrait presque jaloux. Si ça vous tente, un dossier lui est consacré dans le positif numéro 412, paru en juin 1995. À l'âge de 27 ans, il intègre un hôpital psychiatrique, celui de Courcheverny, et devient moniteur pour différentes activités artistiques destinées aux patients. C'est ainsi qu'il réalisera son premier court-métrage d'animation intitulé Les Dents du Singe. Enfin, réaliser est un bien grand mot, puisque les premiers vrais créateurs furent les malades eux-mêmes. En effet, le film fut écrit et développé comme un cadavre exquis par les patients, donnant chacun des mots et des phrases dans la plus pure improvisation, afin d'aboutir à un scénario intéressant. D'autres malades prenaient ensuite le relais pour le dessin et l'animation, et le résultat est quelque peu... psychédélique. N'empêche, je vous conseille vraiment ce film, il est dispo très facilement sur YouTube ou Dailymotion et ne dure qu'une quinzaine de minutes. Début des années 60, notre cinéaste fera la rencontre de Roland Topor, un dessinateur, chanteur, poète, peintre, écrivain, metteur en scène et acteur, merci Wikipédia, ainsi que d'Alain Goraguet, compositeur. Ensemble, ils travaillent sur un nouveau court-métrage, celui qui posera les bases du style de Laloux, Les Temps Morts, sorti en 1964. C'est en effet le même trio qui travaillera quelques années plus tard sur le film qui nous intéresse, La Planète Sauvage. Le graphisme développé par Topor y est très complexe, tout en étant d'une extrême simplicité dans l'animation, la technique utilisée étant celle du papier découpé, mais on y reviendra plus tard. En somme, Les Temps Morts constituent un véritable avant-goût de ce que seront les prochains films de Laloux. Encore une fois, je vous le conseille, lui aussi est dispo et trouvable très facilement sur l'internet. Enfin, toujours le même trio travaillera l'année plus tard sur un nouveau court-métrage intitulé Les Escargots, court-métrage qui leur ouvrira une bonne fois pour toutes les portes du merveilleux monde du long-métrage. Allez voir Les Escargots, il est dispo, blablabla. Nous sommes en 1969 et René Laloux commence à travailler sur le film qui nous intéresse, La Planète Sauvage, film qui mettra 4 ans pour se faire et sortira sur les écrans en 1973. Pour finir rapidement, Laloux réalisera 2 autres longs métrages, Les Maîtres du Temps en 81 et Gandahar en 87, ainsi que quelques courts métrages. Et si je ne devais m'arrêter ne serait-ce que quelques secondes sur un film, je vous conseillerais, que dis-je, je vous menacerais de mort pour vous inciter à le voir, Les Maîtres du Temps, parce que c'est un putain de film tellement génial que... Ah, ta mère! On retrouve aux côtés de Laloux le dessinateur Mobius, THE dessinateur pour moi, THE illustrateur qui a un CV long comme ma bite. Et effectivement, Jean Giraud, alias Gir ou Moebius, repose en paix frère, a été sollicité par Hollywood à partir des années 70, mais tu en parleras mieux que moi Elliot. Avant ça, il a eu un parcours exemplaire en tant qu'auteur de bande dessinée. Il publie sa première BD à 18 ans, puis enchaîne les participations à des revues pour enfin devenir l'apprenti du célèbre JG en 1961. 2 ans plus tard, il a 25 ans et commence les aventures du maintenant culte lieutenant Blueberry dans le magazine Pilote. Saga qui compte aujourd'hui seulement 28 albums et 15 autres dérivés de l'univers comme La jeunesse de Blueberry. Désolé, mais ça me fout un sacré coup au moral. J'ai bientôt 25 ans et la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, c'est... ce caméo. Ah, et la fois où j'ai réussi à éplucher une mandarine avec des moufles. Fin des années 60, Jean Giraud utilise le pseudo Moebius, qu'il tient du ruban de Mobius créé par le mathématicien allemand du même nom, pour ses illustrations et récits de science-fiction fantasmagoriques et plus personnels tels que L'homme du 21e siècle ou L'Incal, pour citer les plus connus. Il cofonde la maison d'édition Les Humanoïdes Associés et le magazine culte Métal Hurlant dans les années 70 suite à un désaccord avec Pilote. En 1988, il travaille même avec le légendaire Stan Lee sur un one-shot du surfeur d'argent complètement barré et second degré que je conseille à tous les fans du genre. Je terminerai en disant que c'est l'un des rares auteurs à avoir une aura mondiale. Il a inspiré et inspire encore de nombreux artistes américains, japonais, français... Bref, il reste encore beaucoup de choses à dire sur lui, mais ça serait trop long. Comme ma bite. Et finalement, je le connais bien plus pour son boulot au cinéma que pour ce qu'il a apporté à la BD. Il a travaillé un temps sur Alien de Ridley Scott, Tron, Abyss, Le 5e élément. Il a participé au développement de Dune, qui aurait dû être réalisé par Jodorowsky. Et puis Space Jam. Mais on s'en fout. Vous voyez un peu le gars? Courez voir Les Maîtres du Temps, si c'est pas encore fait, ce film n'est vraiment pas si mal. Merci à tous d'avoir regardé et n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé. Putain, je crois qu'on a eu un bug dans la matrice là. Eh, des chatons! Où ça? Où est-ce que j'en étais moi?
Ah oui, 1987 sera la dernière année de Lalou dans le monde du cinéma, et il finira sa vie tranquille pépère à Angoulême, enseignant et bossant un moment au Centre national de la bande dessinée et de l'image, renommé en 2008 Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Mais Lalou ne verra pas ce changement de nom puisqu'il mourra 4 ans avant, à l'âge de 74 ans. Voilà. C'est l'heure du pitch. Bon, La planète sauvage est un film très esthétique, mais dont l'histoire est plutôt simple en fait. Nous nous situons sur la planète Igam. On ne sait ni quand, ni pourquoi, ni comment, ni quoi, ni rien, mais les humains vivent sur cette planète et sont réduits au rang de nuisibles, et au mieux d'animaux domestiques des dragues, de géants extraterrestres bleus. Et les humains sont appelés des hommes. OMS, version simplifiée du mot homme, vous en seriez douté, se distingue ainsi en 2 catégories, les hommes sauvages et les hommes de luxe. Notre héros s'appelle Terre. Terre est recueilli bébé par une jeune drague et élevé en captivité. Celui-ci en apprendra plus sur les coutumes et la technologie drague et finira par s'enfuir pour mener la révolution. Stop! Tu vas trop loin là. C'est vrai, pardon. C'est la fin du pitch. Alors pour la 21e fois, pourquoi vous voulez pas voir ce film? Bah je sais pas, je sens bien que ça peut être bien, mais bon, les dessins animés, surtout un vieux comme celui-là, ça a l'air un peu long et chiant, et puis c'est pour les gosses quoi. Mais c'est pas si mal! Alors, je vais juste couper court à tes propos et ensuite on passe à autre chose. Ce film n'est pas long. Mais littéralement, il dure 1h10, ce qui en ferait presque un moyen métrage. De plus, non, ce film n'est pas pour les gamins. La planète sauvage est d'ailleurs considéré comme étant le premier film d'animation français destiné aux adultes, et c'est peut-être bien grâce à ça qu'il fut le premier film d'animation à recevoir un prix au Festival de Cannes. Ah bah ouais, ça te la coupe ça. 1973, prix spécial du jury, et d'ailleurs on le retrouvera à Bruxelles, gagnant un prix Saint-Michel, un prix récompensant habituellement les bandes dessinées et leurs auteurs. Alors, redis que ce film est long et chiant ou que c'est pour les gosses, et je te défonce, même si t'existes pas vraiment. À un moment donné, il va falloir arrêter de réagir comme 90% des producteurs quand on parle de cinéma d'animation. Ce genre n'est pas que réservé à la jeunesse. La planète sauvage en est un très bon exemple, car, non vraiment, ce film est perturbant. Tout est fait pour faire ressentir l'impuissance des humains face aux géants dragues. Nos héros sont bien souvent ridiculisés, soit se retrouvant nus, immobilisés, ou bien vêtus du même genre de vêtements que ces saloperies de chihuahua. Les dragues, quant à eux, n'ont pas l'air de ressentir beaucoup d'émotions et peuvent se mettre à tuer les humains sans raison apparente, comme nous le ferions nous-mêmes avec des fourmis. Peut-être que ce film est justement une métaphore sur la condition de la fourmi dans nos sociétés actuelles. Mais t'es con. Je veux parler d'analyse. Il va déjà falloir avoir en tête que l'histoire du film n'est pas issue d'un scénario original, mais d'un livre écrit par Stéphane Wool, intitulé Les Hommes en série. Cette œuvre est parue en 1957, et aurais-je besoin de vous rappeler que quelques 10 ans en arrière venait tout juste de se terminer la Seconde Guerre mondiale? L'Europe était en pleine reconstruction, traumatisée, miséreuse. Naissait alors tout un tas de questionnements sur la société, et tandis que les États-Unis crachaient sur les vilains communistes, d'autres s'intéressaient à de véritables problématiques, comme l'absence de communication entre les peuples, l'ignorance des coutumes de l'autre, menant un sentiment de supériorité de la part de certaines communautés, vous savez, un peu comme avec les nazis, puis entre le bloc états-unien et soviétique durant la guerre froide. Les mêmes thèmes seront d'ailleurs abordés un peu plus tard dans le roman de Pierre Boulle, La planète des singes. On en avait parlé dans l'épisode 9 si vous ne l'avez pas vu. Bref, on pourrait continuer encore longtemps l'analyse d'un tel bouquin, mais là n'est pas le but. Avant de passer à autre chose, notons juste que le nombre de personnages fut réduit lors de l'adaptation afin de permettre aux spectateurs de s'identifier à un seul héros sans se perdre parmi de nombreux personnages secondaires, qui auraient pu se révéler assez inutiles pour un film si court. De plus, la narration à la première personne est un choix allant tout à fait dans ce sens, la voix off permettant d'établir une relation assez intime entre le personnage principal et son spectateur. Je vais revenir sur le sentiment d'oppression et vous parler de la musique, car l'un des éléments du film ayant contribué le plus à cette sensation d'oppression fut pour moi cette musique, composée par Alain Goraguet. Nous avons en effet cette ambiance très typique du cinéma français des années 60-70, mais cette fois-ci dans un arrangement bien plus dissonant. Là, c'est des guitares électriques, il y a des claviers électriques, il y a des pianos électriques, il y a ce qu'on appelle clavinette, qui est un piano électrique aussi, qui a un son un peu comme le clavecin. Et il y a quelques cordes. Il y a quelques cordes. Non, en fait, c'est plutôt des petites formations. Puis de temps en temps, il y a une voix de femme. Une voix céleste, comme on dit. Goraguet nous en apprend d'ailleurs un peu plus sur la façon de composer de la musique de film, nous expliquant que, d'ordinaire, le compositeur dispose d'un minutage ainsi que de quelques jours, une dizaine tout au plus, pour composer les thèmes et les arranger au 10 minutages avant la sortie du film. Cependant, le compositeur eut de la chance avec ce film, étant donné que plus qu'un simple minutage, la production lui fournit directement le montage définitif, afin qu'il puisse composer en visualisant directement les images. Et c'est que ça s'entendrait presque, puisque les thèmes fonctionnent parfaitement avec ce que Topor au dessin nous propose.
Oui, c'est bizarre, on dirait presque un porno. Et le dessin, parlons-en du dessin. Cet homme est passé maître dans les transitions. T'as vu ça? Plutôt que de faire une animation disons traditionnelle avec un mouvement composé de plusieurs dessins, Lalou et Topor font le choix de la technique du papier découpé. Cette technique est assez peu connue et pourtant très répandue. Habituellement, une animation se fait sur celluloïd, chaque image étant dessinée de manière à décomposer le mouvement et ajoutée sur un background, le décor. La technique du papier découpé, quant à elle, se rapproche plus des ombres chinoises, avec bien souvent un seul dessin par personnage, animé comme le serait un personnage de papier entre les mains d'un enfant. Les Monty Python ont très souvent utilisé cette technique, ainsi que les Beatles dans leur film The Yellow Submarine. Et récemment, cette technique a été fortement popularisée par les dessinateurs de South Park. Eh mais j'ai parlé de South Park moi aussi. Dans Pilote. C'est vachement bien comme chronique. Le mec, pas un coucou, rien, il vient, comme ça, l'air de rien. Ça te pose un problème? Mais allez-vous-en, nom de Dieu! Ouf, moi, Dieu, tu sais ce que j'en pense. Oh! Merci. Bref, la technique du papier découpé, oui, parce qu'on parle toujours de ça, a comme avantage qu'elle permet des dessins nettement plus travaillés et complexes, étant donné qu'il fallait en fournir un nombre bien moindre pour l'animation. Et Topor, Roland Topor, encore un artiste, un talent, que dis-je, un dieu. Topor baigne dans les inspirations surréalistes. Qu'on soit clair, si vous êtes friand des œuvres de Salvador Dali, Max Ernst, ou bien dans un style un peu différent, Magritte, m'est avis que vous allez tout simplement jouir devant le dessin de la planète sauvage. Encore une fois, c'est un certain malaise qui est privilégié, ou plutôt un sentiment de désorientation. Et quoi de mieux pour un décor et des personnages extraterrestres que d'aller s'inspirer dans les œuvres les plus oniriques possibles. Selon Myriam Boucharenk, dans le livre Le surréalisme en héritage, Topor était reconnu pour aller grappiller ses inspirations chez d'autres artistes un peu à la manière de ce qu'un compositeur ferait de samples. Seulement, la contribution de Topor sur le film ne fut pas entière. Car même si une bonne partie des décors et des personnages sont effectivement de lui, l'artiste décida d'abandonner le projet en plein milieu pour cause de ras-le-bol. Et tu sais quoi? C'est un bon moment pour lancer ta rubrique. Yes! C'est l'heure de l'anecdote, oh oui. Oh, la grosse anecdote dans mes fesses, oui bébé, rentre là, oh oui bébé, oh l'anecdote, oui. La Planète Sauvage n'est pas qu'une production française. En réalité, c'est même très loin d'être le cas, car toute l'animation fut réalisée en Tchécoslovaquie, principalement pour des raisons économiques. Il faut rajouter qu'une grosse partie du boulot sur le film débuta juste après le printemps de Prague, un mouvement révolutionnaire qui confronta une partie du pays contre l'Union soviétique. Et après l'emprisonnement du coproducteur tchèque par les soviétiques, Lalou et Topor se retrouvèrent quelque peu livrés eux-mêmes dans ce pays inconnu et assez instable. Après un début de production assez chaotique, le dessinateur prit la décision de rentrer chez lui, étant en froid avec un peu tout le monde. Cela étant dit, on rigolera bien en apprenant que Lalou, suite au départ de Topor, faillit lui-même ne pas être crédité au générique et remplacé par quelqu'un d'autre. Bah oui, Lalou restant le dernier français de l'équipe technique, la production côté tchèque insistait pour que le film soit plus nationaliste. Et d'ailleurs, c'est encore plus rigolo quand on voit que certaines critiques à la sortie du film l'interprétèrent comme étant un film militant pro-tchèque. Et c'est la fin de l'anecdote. Ah oui, l'anecdote, bébé, oui. Oh, la grosse anecdote que tu rentres dans mes fesses, oui, je la veux, oui. Oh oui, bébé. Bref, devant le départ de Topor, c'est au tour de Joseph C'est au tour de Joseph, un animateur tchèque, de prendre les rênes. Et l'enfer commence alors pour Lalou. L'animateur redessine plusieurs personnages, change leurs vêtements, leurs traits, et demande même jusqu'à changer de technique d'animation, voulant laisser le papier découpé de côté pour une animation plus traditionnelle. Bien sûr, Lalou refuse et devra se battre jour après jour contre la production tchèque, devant des exigences toujours plus éloignées des intentions de base du réalisateur. Et évidemment, ces caprices ne sont pas faits pour rien, tout est pensé pour faire en sorte que le cinéaste abandonne le projet. Mais le réalisateur tient le coup, et certains diront que ce fut un homme épuisé qui se rendit au festival de Cannes en 73. Bon, cette dernière affirmation étant à prendre avec des pincettes quand même. Enfin voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous me voyez venir, ce film n'est pas si mal, alors faut que vous le voyez. Et vous savez quoi? Lui aussi est dispo en entier sur internet. Alors c'est cadeau, cliquez sur l'écran et vous pourrez le regarder direct. Merci à tous d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, partagez si vous voulez m'aider. N'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à rajouter ou à corriger, et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Comme à chaque fois, je remercie les tipeurs, ces personnes au cœur grand comme ça. Et je vous invite aussi à passer sur cette page et à laisser un petit quelque chose si vous pouvez. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Twitter, ou bien même sur la Vidéothèque d'Alexandrie, car c'est une secte géniale. Et je finirai comme toujours, en attendant la prochaine, portez-vous bien!